Ce gros bloc vient de Château-Queyras, en prenant la route du sommet Bûcher. Il s'agit de lave, de volcanisme sous-marin. Elles sont souvent fissurées, cassées, et l'on voit apparaître sur le dessus des petites boules colorées, riches en petits cristaux. Ces petites boules sont des boules qui se sont formées au moment de l'écoulement de la lave sous-marine, la lave s'écoulant comme dans un tuyau. Ce tuyau, de temps en temps, se fissure et se perce, et de petites boules ou gouttes de lave sortent et sont tout de suite figées par l'eau de mer. C'est une lave en coussin. On en trouve de beaucoup mieux formées, beaucoup plus belles dans le massif du Chenaillet, mais celles-ci, comme celle du Chenaillet, ont la caractéristique d'avoir été très peu transformées par le métamorphisme alpin et peu écrasées. Elles ont vraisemblablement été transportées au sommet de l'édifice tectonique de la formation des Alpes. Voilà un basalte métamorphique. Ce basalte, ici, a une couleur bleu, noir. Encore une roche qui a été transformée par le métamorphisme alpin et qui est constituée en grande partie de quelques restes des minéraux originaux du basalte, essentiellement des pyroxènes, qui sont des silicates ferromagnésiens, qui se sont, dans la plupart des cas, transformés en glaucophane, ce minéral bleu que l'on a pu voir dans les glaucophanites. Ce basalte est très homogène et très dense. Il a pratiquement conservé sa structure très fine qui est propre au basalte des volcans. Des brèches. Ces brèches sont constituées de fragments de basalte au milieu d'une purée qui doit être des produits d'autres plus petits fragments de basalte ou des produits d'altération du basalte. Basalte et gabbro. Le basalte, les grains sont très fins. Le gabbro, d'énormes cristaux ici, foncés, et les cristaux blancs moins bien visibles, alors que dans ces cristaux-là, on peut observer qu'il y a une forme allongée ici, comme des fibres, et il s'agit d'un minéral sombre qu'on appelle le pyroxène, qui est un silicate en fibres, riche en fer et en magnésium. Ce qu'il y a de tout à fait frappant, c'est que ces deux roches, celle-là et celle-là, ont pratiquement la même composition chimique. L'un, le basalte, a des cristaux très fins, l'autre, le gabbro, a des cristaux importants. Ces cristaux, les trois quarts du temps, se sont développés en profondeur au moment où la lave cristallisait lentement, ce qui a donné le temps aux cristaux de se développer. Dans le cas du basalte, le basalte a été éjecté à la surface, il a donc refroidi rapidement et ces cristaux se sont développés très rapidement et n'ont jamais pu grossir. Voilà deux roches qui sont très importantes dans le Queyras. On les trouve très souvent associées, comme on les trouve associées dans les dorsales océaniques, sur le fond des océans. On peut aussi comparer, je dirais, notre gabbro à d'autres gabbros. Celui-là, par exemple, dans lequel on voit les cristaux sombres prendre des formes allongées, c'est-à-dire que ces pyroxènes ont été déformés, écrasés au moment de la formation des Alpes. Les serpentinites, ou serpentines, que l'on trouve beaucoup dans le Queyras, sont des roches qui viennent d'une partie profonde, lorsque se crée un plancher océanique. Ce sont les roches les plus profondes. Elles ont ensuite été arrachées, remontées à la surface. Ces roches
sont souvent vertes, massives, oxydées en surface. On voit la couleur rouille ici. Et lorsqu'elles présentent cette cassure, et ces petits points brillants qui sont des cristaux, souvent cristaux de pyroxène, que l'on rencontre aussi dans les gabbros, il s'agit d'une péridotite, d'une roche profonde qui n'a pas été trop transformée par le métamorphisme alpin, par les écrasements et par les apports d'eau. Mais le plus souvent, ce qu'on rencontre, ce sont des roches aux surfaces lisses, tapissées de minéraux, ce minéral particulièrement en fibres. Le chrysotile est un minéral qui peut donner ses couleurs vert pâle ou des couleurs quelquefois dorées à ces petits blocs de serpentine. On a ici affaire à un paquet de fibres de chrysotile. Il s'agit d'un minéral proche des amphiboles, comme on connaît déjà la glaucophane. Minéral hydraté qui s'est développé dans toutes les zones de fracture et il porte souvent des signes d'allongement des fibres qui disent que la roche a été écrasée et a glissé, et ces serpentines donnent donc des blocs souvent écailleux, d'où la notion et le nom qu'on leur a donné de peau de serpent. Quelquefois, on trouve aussi associées aux serpentines des roches massives qui ont une caractéristique. Elles sont vert-gris foncé. Ces roches sont constituées de minéraux tendres, le talc et la chlorite, qui sont deux minéraux en feuillet, l'un très magnésien, l'autre très riche en fer. Ces roches sont issues de l'hydratation et de la transformation des roches ultrabasiques, des péridotites, et ont la caractéristique d'être tendres. On peut les rayer à l'ongle, c'est le cas du talc par exemple, on voit ici la rayure. On peut les rayer à l'ongle, ce qui fait que ces roches ont été travaillées pour en faire des encriers, des ustensiles ménagers, y compris une grande activité d'urnes funéraires dans l'Antiquité. Ces roches, on les appelle des pierrolaires. Très souvent, les serpentines sont associées à des carbonates. On obtient à ce moment-là des roches que l'on appelle des ophicalcites. Ces roches se sont vraisemblablement formées lors de l'écrasement au moment de la remontée des péridotites sur lesquels s'étaient déposés des carbonates, l'écrasement dans les phénomènes de formation des Alpes. Un très joli bloc de radiolarites qui sont complètement plissotés. Dans tout l'ensemble du fond du Queyras, où l'on trouve les sommettes, la taillante, le pain de sucre, et qui se poursuit ensuite vers le col de Saint-Véran, l'essentiel de la structure est fait par les marbres, qui sont des marbres souvent feuilletés, recristallisés. On voit bien ici le feuilletage dans ce sens, qui est souvent donné par des petits passages détritiques ou la présence de mica. Associés à ces marbres, on trouve des roches plus siliceuses. Ce sont sans doute des radiolarites qui ont été transformées par le métamorphisme, et on y voit des taches vertes et pas mal de points verts, une roche essentiellement verte et blanche qui est faite de silice et d'un certain nombre de mica, un mica blanc légèrement verdâtre et un mica vert beaucoup plus sombre que l'on appelle la chlorite et qui est très abondant dans toutes les roches du Queyras. Le contact est beau ici entre
entre les calcaires et ces roches qu'on peut qualifier de radiolurites, qui sont essentiellement siliceuses et qui restent en relief les 3/4 du temps, alors que les petits lits calcaires, une fois, sont surcreusés. Ce sont les calcschistes qui sont les roches les plus abondantes dans le Queyras. Elles ont été largement utilisées dans la construction des maisons, même si de temps en temps on y voit un bloc de roches volcaniques comme celui-là. On peut aussi, de temps en temps, trouver, comme ici, un fragment de charnière de schiste lustré. Sur le terrain, on se déplace souvent dans ces éboulis sonores, gris bleutés, quelquefois rouillés. On peut maintenant essayer de les observer de plus près. Sur un échantillon, ici, les petits trous qui sont liés à la dissolution du calcaire, les petits grains de quartz qui ressortent tout blancs ici, et puis au-dessus du banc, toute une partie un peu brillante qui est le mica. On est toujours dans cette formation avec ces roches qui sont détritiques où se mélangent un peu des passés de sable, de calcaire et d'argile. Et ici on peut voir à quel point les roches ont été plissées. Voilà les argilites noirs avec des passées rousses qui sont des petits bancs avec du calcaire et de l'oxyde de fer. Ces argilites sont posées au-dessus de la série détritiques rousses. Elles brillent au soleil, elles sont micacées. Quelquefois, elles prennent aussi des teintes vertes. Voilà ces argilites noires avec des reflets ocre de temps en temps bien micassés qui font penser à des ardoises un peu, qui se débitent en plaquettes fines et qui de temps en temps sont parcourus de petits filons de calcaire riches en oxyde de fer. Voilà ici, associé à ces argilites noires qui brillent, un calcaire très très riche en oxyde de fer. On voit briller des petits points qui sont ici brillants, qui sont des oxydes de fer au milieu du calcaire. En arrivant sur Montbardon, on rencontre là, pour la première fois, des grosses barres de quartzite qui sont des grès solidifiés avec des alternances violettes et vertes selon l'état du fer qui se trouve dans les minéraux, fer oxydé ou fer réduit. Ici on voit les calcaires avec des roches rousses et de temps en temps des blocs blancs emballés. Les blocs blancs c'est sans doute du gypse, comme ce bloc là. Et puis il y a des roches plus rousses qu'on appelle des carnieules et qui sont des espèces de mélanges entre du calcaire ou des calcaires magnésiens broyés et puis des sulfates, du gypse qui maintenant est devenu de l'anhydrite et qui constitue une espèce de lubrifiant sous les masses de roches qui se déplacent pendant la formation des chaînes de montagne. On va regarder un petit peu d'un peu plus près l'allure de ces roches qui sont caverneuses maintenant et qui donnent souvent des ravins profonds, et on le voit bien dans le col de l'Izoard qui est un paysage connu. Voilà une de ces carnieules bien typiques. On voit à côté du marteau, on voit qu'elle est pleine de trous, qu'elle est jaunasse. C'est le mélange de fer avec ce broyat de calcaire magnésien qui lui donne cette couleur. Et puis une partie des trous proviennent de morceaux de gypse qui sont plus solubles et puis qui ont été enlevés par l'eau et mis en solution. Donc ça laisse des roches pleines de trous. Là voilà deux morceaux de gypse à côté de la carnieule qu'on a vu un petit peu avant. On voit que c'est des roches blanches, claires. C'est plus vraiment du gypse. Là c'est de l'anhydrite, c'est un sulfate de calcium
qui a perdu, avec le réchauffement, un petit peu de son eau. Ces masses de roches salées, sel plus sulfate, qui souvent ont servi de lubrifiant avec les carnules pour le déplacement des grandes masses de roches qui glissaient les unes sur les autres au moment de la formation de la chaîne de montagnes. Dans la région d'Arvieux et du col de l'Izoard, ce sont les roches calcaires et dolomitiques qui sont les plus abondantes. Ici, c'est calcaire et dolomie de roches brunes qui constituent ces sommets empilement de strates de calcaire et dolomie. Ces calcaires et dolomies se sont formés au Trias dans une mer peu profonde, sursalée, et ce sont des algues bleues qui ont permis le dépôt de ces carbonates magnésiens qu'on appelle les dolomies. Ici, souvent associés aux calcaires de roches brunes, aux ensembles briançonnais, une brèche contenant des fragments gris ou jaunes, qui sont des fragments de calcaire et dolomie emballés dans un ciment calcaire. Les calcaires sombres du Jurassique moyen de la région briançonnaise, les marbres de Guillestre avec leurs ciments rouges et leurs fragments d'ammonite jaune, un saxifrage ici pour le plaisir des yeux, et ces schistes rouges et verts qui constituent le passage des marbres de Guillestre du Jurassique supérieur vers le Crétacé inférieur.